Scopper Gaban vient de forcer le roi du monde qui se qualifie de dieu à se manifester pour la première fois depuis le tout début de l'œuvre. Le dévoreur de montagne est tout simplement beaucoup trop fort pour l'arc. Après avoir montré qui il était contre Luffy et Zoro en les faisant faire des têtes de fous furieux, après avoir mis une gigantesque clé dans la bouche d'un empereur, tout en sachant que Zoro, qui nous habitue à tout vouloir faire pour du 1 contre 1, a directement accepté de combattre avec Luffy, Scopper Gaban terrasse, détruit, humilie purement et simplement un chevalier divin, qui n'est pas un simple chevalier divin, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un chevalier divin qui était à God Valley. Rappelez-vous de ses réactions quand il a vu Gaban courir vers lui à toute vitesse. Il a hurlé son nom en faisant une tête de malade mental. On pouvait se dire que c'était l'effet dévoreur de montagne, sauf qu'on savait que Summers était à God Valley, où il y avait Roger ou Xebec, ce qui nous faisait comprendre la puissance de Gaban. Sauf que cette fois, Gaban a montré de quoi il était capable. De quoi est capable une véritable légende de la piraterie qui a côtoyé le grand roi des pirates. Et il l'a fait de la meilleure des manières en détruisant Summers avec une facilité mais déconcertante. Sauf que ça nous amène à parler d'un certain sujet qui est le problème Scopper Gaban. Gaban est tout simplement beaucoup trop fort. Cette problématique existe depuis son introduction. Et c'est pour ça qu'il avait dit à Luffy et Zoro de venir le voir qu'à la fin, si tout va bien. Sauf que c'était incompatible avec l'attaque des chevaliers, parce qu'ils n'ont pas fait que venir. Ils n'ont pas attaqué les Mugiwara, ils ont attaqué le pays d'accueil de Gaban. Ils s'en prennent aux écrits légendaires et ils s'en prennent aux enfants, dont l'enfant de Gaban. Il n'y avait donc aucun monde où le grand dévoreur de montagne restait en retrait. Surtout que, combien même le pays est gigantesque, Gaban a l'un des meilleurs acquis de l'observation de toute l'œuvre. Il a reconnu les auras des chevaliers à une très grande distance. En pré-chapitre, je parlais justement du fait qu'il fallait un rééquilibrage, parce que le camp des géants était beaucoup trop fort. Je vous ai présenté beaucoup de façons différentes de rééquilibrer, et cette fois, c'est bien l'affaiblissement d'un élément très fort qui a été utilisé. Gaban Elbaf et Rayleigh Marineford, c'est un peu pareil dans la mesure où les deux sont tout simplement beaucoup trop forts. Sauf que Rayleigh a pu être écarté, car il n'a pas été à Marineford, alors que Gaban, lui, est présent. Et au-delà d'être présent, il est allé jusqu'à humilier l'un des attaquants. Rayleigh était éloignable, mais pas affaiblissable. Vous me comprenez. Newgate a été affaibli. Ses commandants ont été mis hors service à cause de lui. Si en plus on ajoute Rayleigh, alors là, c'est un peu abusé. Surtout au vu du niveau du monsieur, de sa forme, de ses acquis et du fait que juste après, il a entraîné le prochain roi des pirates. Rayleigh a donc été écarté, ce qui n'est pas faisable pour Gaban, qui a donc été affaibli et qui est même potentiellement hors service. Ce qui est également le cas de Loki. Car oui, Loki a également été affaibli et potentiellement mis hors service. Pour la même raison, le rééquilibrage de l'arc. Du côté des chevaliers, on avait Shamrock, Summers, Killingham, Gunko et des monstres de cauchemar. De l'autre côté, on avait Loki, Gaban, Luffy, Zoro, Sanji, les Mugi et les géants qui s'occupent des monstres. Shamrock a mis Loki hors service, puis il est parti. Gaban a mis Summers hors service, puis Gaban a été mis hors service. À chaque fois, on voit bien qu'on a une volonté de rééquilibrage, avec une paire de chaque côté. Et pour l'instant, on a des Mugi prisonniers et Luffy, Zoro, Sanji qui sont ailleurs, dans un monde différent. Le camp des géants a perdu deux combattants d'une puissance phénoménale. Gaban et Loki, qui font partie des êtres les plus puissants du monde. Et comme Gaban n'a pas détruit Killingham, ces monstres sont toujours sur place. Ce qui fait qu'avec une intervention extérieure, on peut rééquilibrer les choses beaucoup plus facilement qu'avec la présence de Loki et Gaban. C'est comme ça qu'on comprend comment l'auteur prépare ses arcs. Et c'est tout sauf fait en cours de route. Tout est une question de préparation. On en a la preuve dans le chapitre. Sur Onigashima, on a eu Big Mom, Kaido et l'éveil du Gear 5, ce qui était exceptionnel. Et comme il fallait aller au-delà, sur Egghead, on a eu 5 doyens, ce qui est en soi inférieur. Sauf que, le piège, c'est qu'il ne faut pas s'intéresser à eux, il faut voir plus loin, avec Joy Boy, car c'est le haki des rois de Joy Boy qui est extraordinaire. Sauf que maintenant, on est sur Elbaf, et qu'il faut faire mieux. Et là, pareil, le piège c'est les chevaliers. Allons plus loin, la véritable folie, c'est l'intervention de Im, qui n'est pas forcément supérieur à Joy Boy, parce que Joy Boy a, entre guillemets, juste envoyé du haki des rois mental, du passé, alors que sur Elbaf, Im intervient directement de son vivant. Im utilise un terme bien précis qui est le terme de Dieu. Le terme Dieu ou divinité n'implique pas forcément une divinité à laquelle on rend un culte. Le concept de Dieu peut varier selon le contexte de l'histoire et les intentions de l'auteur. Dans certains mangas, les dieux sont représentés comme des divinités traditionnelles issues de la mythologie, comme les kami du shintoïsme japonais. Mais très souvent, le terme Dieu
est utilisé pour décrire des êtres extrêmement puissants, qui ne sont pas forcément des divinités au sens religieux. Comme je l'ai souvent dit il y a bien longtemps, on devait, quoi qu'il arrive, arriver au stade divin dans l'œuvre, parce que c'est tout simplement la suite logique des événements. Voilà pourquoi à Onigashima, on a eu l'éveil de Nika, le dieu soleil, et ce n'était que le début. Faut bien comprendre qu'on entre simplement dans une nouvelle phase, et on pourrait même dire un nouveau monde. Il suffit de remplacer roi par dieu, et on a le même concept qui est utilisé, sauf qu'on parle d'étapes supérieures. Chaque cas est différent. On a le dieu de la montagne qui est un sanglier blanc. On a Ener qui se prend pour un dieu dans le sens où il se prend pour un être suprême et tout puissant. On a Ryuma, le dieu des lames. On a Nika, le dieu soleil, un guerrier légendaire qui libère les opprimés et qui est vénéré par les esclaves ou encore les boucaniers. Et on a Im qui parle de dieu ou divinité du monde. Sauf qu'on peut aussi avoir une double casquette. Et c'est là que ça devient intéressant. Car Luffy veut, il va devenir le roi des pirates. Sauf qu'il incarne également le dieu soleil. Est-il le seul? Non, car Im parle de divinité tout en ayant un statut de roi du monde, car Im est le seul être qui puisse s'asseoir sur le trône vacant. D'ailleurs, pour un côté un peu plus théorique, on a Ryuma, le dieu des lames, qui pourrait également avoir une double casquette, avec par exemple le roi des enfers, ou quelque chose d'autre lié aux enfers, comme pour Eli, le roi des ténèbres. Zoro, meilleur épéiste, Shimotsuki Ryuma, Roronoa Zoro, un descendant de Shimotsuki, meilleur épéiste au monde, roi des enfers. On en revient à Im car le paradoxe est total, car le trône vacant n'est pas vacant. Sauf que l'existence de Im est tenue secrète. Son statut est littéralement unique et totalement fou, parce qu'on a le roi du monde, sauf que le monde ignore son existence. On a un dieu, sauf que le monde ignore son existence. On est en 2025 et on ne sait pas si Im est un homme ou une femme. On ne connaît pas sa puissance, ses caractéristiques, ses pouvoirs, son fruit. On ne connaît pas grand chose si ce n'est un élément très important. La puissance de Joy Boy l'effraie. Quand Emmett a libéré le haki des rois de Joy Boy, Im a littéralement paniqué. Au-delà de paniquer, Im a crié, hurlé. Sa servante était désespérée. La puissance du haki des rois de Joy Boy, du haki des rois mental de Joy Boy, est telle que Im a pété un câble. Im est tellement énervé que Saturne se fait exécuter, l'un de ses plus proches combattants. Voir Im à genoux devant le haki mental de Joy Boy, ça doit nous faire comprendre que Im a peur du retour de l'homme qui aurait pu l'éradiquer à tout jamais. Et là où Luffy n'était qu'une menace, entre guillemets, mineure, eh bien aujourd'hui, pour Im, c'est la menace numéro 1. Ça a donc changé. Et c'est pour cette raison qu'Elbaf devient officiellement le lieu d'un gigantesque foutoir. Préparez-vous parce que ça va être énorme. Dans l'après-chapitre, j'ai dit qu'on entre dans la seconde phase de l'arc, qui est une phase problématique avec de gros combats, des interventions, etc. On y est et Im entre dans la place. J'introduis une toute nouvelle séquence qu'on retrouvera à chaque review, et qui est l'instant MVP, dans lequel je vous dirai qui, selon moi, est le boss du chapitre. Et dans ce chapitre, ça se joue entre Skopor Gaban, et qui est le dévoreur de montagnes, et Im, et qui est le roi du monde, qui gouverne dans l'ombre. On pourrait l'attribuer à Im parce que son entrée est fracassante, choquante et totalement inattendue. Et il est vrai que ça fait son effet, mais on va pas se mentir, Skopor Gaban a encore une fois montré qui il était. Et surtout, il a montré qu'il était digne d'être l'ancien deuxième commandant du grand roi des pirates. Les Chevaliers Divins, c'est le groupe d'élite du GM, qui incarne quelque chose de grand, et qui est une faction surpuissante de la haute noblesse mondiale. Pourtant, Gaban en a combattu un, et il l'a humilié avec une facilité déconcertante. Et malheureusement, il n'a pu se résoudre à aller au bout, et il s'est sacrifié pour son fils. Et ça, c'est beau, car Skopor Gaban est un pirate, un homme, un mari et un père. Dans le chapitre, il a montré et prouvé qu'il est un grand pirate en humiliant un chevalier divin. Un grand homme qui a pris ses responsabilités en confrontant les ennemis du pays. Un vrai mari qui ne veut pas que sa femme pleure son fils alors qu'il aurait pu l'éviter. Et le meilleur des pères qui n'a pu se résoudre à voir son fils perdre la vie. Mesdames et messieurs, le deuxième commandant du grand roi des pirates, Skopor Gaban. J'ai introduit encore une nouvelle séquence, assez sympathique, qui est la séquence Stonks. Le principe est simple, dans chaque chapitre, on voit quelles actions sont en hausse et quelles actions sont en baisse, vis-à-vis des personnages. Et on démarre tout de suite avec Jinbei,
qui voit son action chuter encore une fois. Jinbei, troisième commandant du prochain roi des pirates, qui se fait capturer par Gunko comme un vulgaire random. Il n'a pas été capable de protéger ses Nakama, même Nami lui a fait la remarque. L'action de Jinbei est donc fortement en baisse. Il fait juste office de plante verte qui réagit aux actions des autres, en étant totalement impuissant. Au niveau de Sommers, après une introduction totalement parfaite, après avoir envoyé des punchlines à foison, il se retrouvait devant le grand Mange-Montagne, qui lui a montré ce qu'était une légende de la piraterie. Les actions de Sommers ont fortement chuté, même si au fond, se retrouver devant Gaban, c'est bien évidemment tout sauf bon pour les affaires. Même si Brook est ligoté, on a un futur flashback de grande qualité qui est annoncé dans le chapitre, ce qui donne un up à ses actions. Killingham, toujours au top dans son game. Il a fait le taf contre les géants avec les cauchemars, il brûle des livres, action en hausse. Pareil pour Gunko qui a un très bon up, car elle a pris les choses en main tout en gardant la tête froide, devant Gaban. L'action du Mange-Montagne est actuellement beaucoup trop élevée. Peak Fiction, le train est arrivé à bon port, tout le monde était en première classe. Et pour finir, on a bien sûr Im. Im, c'est un cas qui est très intéressant, car le coup d'acquis des rois de Joy Boy l'a tellement effrayé que les marchés se sont affolés. Le cours de son action était à son image après le coup de Joy Boy. Ça tremblait pas mal. Mais il est grand temps de redorer son blason, car Im débarque directement sur Elbaf, pour nous montrer de quoi est capable le roi du monde qui gouverne dans l'ombre. L'action de Imu est bien évidemment en forte hausse, profitez-en, avant qu'il ne soit trop tard. Oda a teasé un flashback pour Brook et Gunko, qui sont liés comme il avait teasé avec les quelques mots de Brook, des mots très ambigus. Elle a des images floues dans la tête, et elle se rappelle de Brook. Mais brièvement, on n'a pas plus d'infos et c'est volontaire. Mais les quelques infos sont importantes et très intéressantes, parce que ça répond à une question très importante. Est-ce que les chevaliers vieillissent? Apparemment pour Gunko, ce n'est pas le cas, car elle a connu Brook et il a actuellement 90 ans. Sauf que Garling a bien vieilli, car il est à l'époque un jeune chevalier à God Valley, alors qu'aujourd'hui il est bien plus âgé, sans oublier Shamrock, qui semble avoir l'âge de Shanks. Deux options, c'est une question de choix, chaque chevalier a le choix, ou alors, Gunko a un statut très particulier pour Im. Mais c'est bizarre de se dire qu'un Figarland n'obtient pas l'arrêt du vieillissement, alors que Gunko, qui n'est pas né noble, l'a eu, à moins que Gunko soit né noble, et que Brook est un garde royal qui devait protéger une famille de nobles. Gunko a peut-être subi un espèce de lavage de cerveau, ou pas, parce que c'est pas incompatible avec le flashback. Elle pouvait aimer Brook quand elle était enfant, elle pouvait être une petite fille innocente, mais avec le temps, elle a pu l'oublier, et elle a pu devenir froide et méchante, au fil du temps, à force de côtoyer les Tenryubito. Elle a pu s'imprégner de leur mentalité. Le fait qu'elle soit devenue une chevalière divine prouve qu'on a un roulement au niveau de l'ordre. C'est-à-dire que des chevaliers ont perdu la vie, de façon naturelle ou non. Ce qui jette encore plus de troubles au niveau de l'immortalité, car il en existe deux, celle de la régène et celle de l'âge. Garling semble avoir celle de la régène, mais pas celle de l'âge. Par contre, au niveau de son statut, et au niveau du fait que c'est un Figarland, il y a de fortes chances pour qu'on ait un choix personnel. Gunko a pu choisir de rester très jeune, tandis que Shamrock a pu choisir de vieillir jusqu'à 39 ans. Et Garling a pu choisir de vieillir encore plus, au vu du fait qu'il veuille devenir un patriarche Figarland. De ce point de vue-là, c'est pas déconnant de se dire que Im laisse le choix à ses chevaliers. On rappelle qu'ils ont un statut particulier, dans la mesure où on a des combattants du roi du monde qui gouvernent dans l'ombre. Ce ne sont ni de simples marines soumis, ni de simples Tenryubito lambda. On parle de l'élite du GM. Im leur attribue des pouvoirs, une régène et un arrêt du vieillissement par choix. Ils ont un certain libre arbitre, mais en contrepartie, ils doivent fidélité au roi, tout en ayant le devoir d'accomplir leur travail correctement et rapidement. Im prend les choses en main pour que ça aille vite, parce que la Terre Sainte a besoin de renfort. Mais alors, que compte faire Im en prenant le corps de Gunko? Quel est le niveau de puissance de Im? Quel est son niveau de puissance sous cette forme? Quels sont ses véritables pouvoirs? Déjà, on note que le camp des géants vient de perdre Gaban, et qu'on a toujours 4 Mugs attachés et Robin qui n'arrive pas à les libérer. Sauf que mine de rien, le plan est en cours et que ça fonctionne, parce que les livres brûlent. Le problème de Im, c'est le timing. Ce qui veut dire qu'il a besoin des chevaliers immédiatement, et qu'il faut que les gens jurent fidélité et soumission au GM immédiatement. On pourrait se dire que pour les chevaliers tout allait bien, et qu'ils n'avaient pas besoin d'intervention, car Gaban vient de tomber. Sauf que Gunko allait voir Brook. Donc, soit Im a compris pour Gunko, soit il est venu pile au bon moment. Quoi qu'il arrive, le roi du monde est déterminé à leur montrer à quoi ça ressemble d'être dominé par Dieu. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, leur montrer à quoi ça ressemble? Eh bah, c'est simple, comme dans la majorité des cas dans l'œuvre, ça va passer par la puissance. Et uniquement la puissance. C'était la méthode d'Ener qui se prenait pour un dieu. C'est la méthode des empereurs pour montrer qui est le patron. C'est la méthode de Im pour montrer qui gouverne. Pour comprendre qui est Im en termes de puissance, on doit se rendre compte que Im a connu Joy Boy, que Im a affronté Joy Boy.
ce qui veut dire que Im a fait face à la puissance divine de l'être qui incarnait le dieu soleil. Im, c'est le némésis de Nika qui incarne la lumière. Im incarne l'obscurité. Là où Nika incarne le soleil, donc la vie, Im incarne la mort. Im est à la tête du GM qui a à sa botte la marine. Im est donc à la tête d'une instance qui est gigantesque. Le boss de la marine, l'amiral en chef, n'est rien d'autre qu'un serviteur des nobles lambda. Puis on a les chevaliers divins, le chef des chevaliers divins, et enfin 5 doyens du Gorosei, qui s'agenouillent devant leur roi. Im, c'est l'antagoniste par excellence, qui incarne tout ce qui doit disparaître et tout ce qui doit être détruit, à tout jamais. Sauf que, si Im est à la tête de tout ça, c'est pour une raison bien précise. Im a une puissance qui n'a peut-être même pas d'équivalence actuellement, et seul un homme a le potentiel d'y venir à bout. Vous le connaissez, le GOAT, Monkey D. Luffy, prochain roi des pirates, futur véritable dieu soleil. Mais alors, quels sont les véritables pouvoirs de Im? Eh bien pour Im, on a quelque chose que j'ai expliqué pendant des années. La puissance démoniaque à son paroxysme. Tout ce qui est lié à la régénération, à la téléportation, aux auras démoniaques, aux créatures démoniaques et aux pentacles, c'est lié à un seul et unique être. Le dieu de la mort, Im. Im va nous montrer des pouvoirs démoniaques comme on n'en a encore jamais vu. Et ça marque un tournant pour l'œuvre tout entière. Parce qu'on va découvrir de quoi est capable le dieu de la mort, le némésis du dieu soleil. Sauf que ce ne sera qu'un aperçu, car Im va combattre via Gunko. Je pense que Im peut invoquer des créatures démoniaques un peu comme Killingham, mais différemment car Killingham le fait via des cauchemars. Ce sera un bon moyen de rééquilibrer les choses encore une fois, et encore mieux, au niveau de l'arc, tout en montrant un peu la puissance de Im. Et pour finir, Im fera usage de son Haki des rois, qui est bien évidemment le Haki le plus approprié au roi du monde, et qui est l'un des plus puissants de tous les temps. On aura des pouvoirs du Haki des rois encore jamais vus dans l'œuvre depuis plus de 27 ans. Préparez-vous, parce que ça va être phénoménal. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.